C'est un paradoxe assez frappant quand on se plonge dans les notes qu'on décortique aujourd'hui. En gros, prenez quelqu'un qui a absolument tout réussi en apparence. Ouais, le succès total, quoi. C'est ça. Une carrière complètement fulgurante, le compte en banque très bien rempli, une vraie reconnaissance publique, le profil qui coche toutes les cases de la réussite moderne. Le rêve américain ou le rêve moderne tout court? Exactement. Mais pourtant, au fond, cette personne lutte contre un vide intérieur abyssal. Ou alors, elle traverse de véritables désastres relationnels à la maison, avec ses enfants ou son partenaire. Et c'est vraiment le grand drame de notre époque. On a l'impression que plus la façade est brillante, plus les fondations s'effritent. Ouais, c'est fou. On grimpe à l'échelle sociale à toute vitesse, on déploie une énergie dingue, et une fois arrivé tout en haut, on se rend compte avec effroi que l'échelle était appuyée sur le mauvais mur. Ah, la métaphore est dure, mais tellement vraie. Du coup, notre mission dans cette étape de l'exploration, en fouillant dans ces textes, c'est vraiment de comprendre pourquoi. Absolument. Pourquoi est-ce que les solutions rapides, les petits remèdes miracles ou les fameux hacks de la littérature du succès, ça s'effondre lamentablement face aux vrais problèmes profonds de l'existence? Et surtout, on va chercher à définir quel est ce basculement mental fondamental, cette véritable secousse interne qui est absolument nécessaire avant de pouvoir espérer la moindre transformation personnelle qui dure dans le temps. Parce que si on regarde l'analyse qui est faite dans nos sources, on voit qu'il y a eu un glissement historique incroyable. Et ça explique beaucoup de choses, en fait. Oui, l'auteur a étudié plus de 200 ans d'écrits sur le succès. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et il remarque que pendant les 150 premières années, disons depuis la fondation des États-Unis jusqu'à la Première Guerre mondiale, tout tournait autour de ce qu'on appelle l'éthique du caractère. Et c'est un point super important. Pendant un siècle et demi, on disait que pour réussir, il fallait travailler sur des fondations solides. On parlait d'intégrité, de courage, de patience, de fidélité. Donc des choses profondes. Exactement. L'idée de base, c'était qu'il existe des principes fondamentaux et qu'on ne peut pas espérer un bonheur durable sans les intégrer à son propre caractère. C'était un travail de très longue haleine. On jugeait un arbre à ses racines, quoi. Mais après la Première Guerre mondiale, bam, tout change. On passe soudainement à l'ère de l'éthique de la personnalité. Le grand basculement. Voilà. Le succès n'est plus du tout une question de fondation morale. Ça devient une question d'image publique, de technique de communication, d'attitude mentale positive. L'époque du souriez pour réussir, en fait. C'est ça, les petites astuces pour influencer les autres. Mais d'accord, décortiquons un peu ça. Parce que j'ai envie de me faire l'avocat du diable 2 secondes. Allez-y, je suis prête. C'est pas un peu naïf de critiquer ça aujourd'hui? Je veux dire, on vit dans un monde d'images, de réseaux sociaux. Si je vais à un entretien d'embauche avec un caractère en or massif, une intégrité totale, mais que je suis incapable de sourire, que je regarde mes chaussures et que je sais pas me vendre, je l'aurai pas le poste. C'est clair. La technique de communication, c'est la porte d'entrée, non? L'attitude positive, c'est quand même pas une mauvaise chose en soi. C'est une excellente objection. Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'idée du texte n'est absolument pas de diaboliser ces outils. Ah d'accord. Une attitude positive, une bonne com, un bon réseau, c'est hyper utile. Le piège, c'est de croire que c'est la fondation. Ce sont des éléments purement secondaires. Je vois. Le vrai problème, c'est quand on essaie de remplacer la véritable éthique du caractère par ces petites techniques rapides. C'est-à-dire, comment on fait la différence au quotidien? Imaginons un iceberg. Ok, je visualise. Les techniques de communication, le sourire, le charisme, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ce qui fait la première impression, la partie hors de l'eau. Ce qu'on voit tout de suite. Voilà. Mais le caractère, c'est la masse gigantesque sous la surface. Si cette masse n'existe pas ou si le trait de caractère principal est hypocrite ou motivé juste par la manipulation, peu importe votre sourire. Les gens s'en rendent compte au final. Toujours. Si j'utilise des techniques d'écoute active juste pour vous manipuler, vous finirez par ressentir que c'est pas sincère. Et là, toute la technique s'effondre. C'est vraiment comme mettre une magnifique couche de peinture fraîche sur un mur qui est complètement rongé par l'humidité, en fait. Ah oui, très bonne image. La peinture va faire illusion pendant la visite de l'appartement. Mais au bout de 3 semaines, elle va s'écailler et tomber. Parfaitement. Et dans nos documents, l'analogie est encore plus parlante. C'est comparé au fait de bachoter juste avant un examen. Oh là là, le bachotage. Je crois qu'on a tous fait ça, non? Ah, je plaide coupable. On fait rien du semestre, et la nuit d'avant, on ingurgite une tonne de trucs avec des litres de café. Et on recrache tout le matin. Exactement. Et parfois, miracle, on a une bonne note. Sauf que, dans le système scolaire, on peut faire illusion un temps. Mais poser la même question 2 semaines plus tard, On a tout oublié. tout oublié.
Sans un travail régulier, on développe aucune vraie intelligence. Et c'est là que l'auteur nous invite à transposer ce bachotage à une ferme. Une ferme, le monde agricole. Oui, essayez de bachoter dans un champ. Vous préparez pas la terre au printemps, vous passez l'été à vous prélasser. Et la nuit avant l'automne, on court partout pour faire pousser le blé par la pensée positive. C'est ça, vous croyez que ça va marcher? C'est complètement absurde, les lois de la nature s'en fichent pas mal de notre attitude positive de dernière minute. Absolument. Et les relations humaines, elles suivent des lois tout aussi naturelles. On peut pas bachoter la confiance. Ah ouais, c'est fort ça. Vous pouvez pas négliger votre conjoint ou un collègue pendant des mois et espérer tout régler en une soirée avec un grand sourire et un bouquet de fleurs. Ou avec une petite technique apprise dans un séminaire. Voilà. Ça crée un soulagement temporaire peut-être, mais la confiance profonde, ça exige la loi de la ferme, du temps, de la constance. Du coup, si cette éthique de la personnalité, c'est juste un pansement sur une jambe de bois, et qu'on sait tous qu'on peut pas tricher avec la récolte, pourquoi on est tellement obsédé par ces raccourcis? Eh ben, c'est parce qu'on est totalement piégé par nos paradigmes. Le mot est lâché, les paradigmes. Dans ce qu'on lit aujourd'hui, c'est vraiment la clé de voûte de tout, hein. Complètement. Un paradigme, c'est notre modèle mental. C'est pas le monde tel qu'il est, c'est la paire de lunettes à travers laquelle on perçoit le monde. Notre propre lentille subjective. C'est ça. Et pour comprendre à quel point ça nous dirige à notre insu, l'analogie de la carte et du territoire est parfaite. Ah, j'adore cette idée. Imaginons que quelqu'un cherche une adresse en plein centre de Paris. La personne veut arriver à l'heure, elle est motivée, mais à cause d'une erreur d'impression, le plan de ville qu'elle a entre les mains, c'est le plan de Luan. L'échec est garanti. Garanti à 100%. Et c'est tragique de voir comment cette personne réagit si elle applique l'éthique de la personnalité. Et c'est là que j'ai envie d'actualiser un peu cette image. Imaginons un GPS. Bonne idée. C'est comme télécharger la meilleure application du monde, avoir une voiture de sport ultra rapide et être hyper motivé. On se répète, je vais y arriver, je suis un gagnant. On est à fond. Voilà. Mais si le GPS est réglé sur la mauvaise ville, toute cette vitesse ne fera qu'une chose, nous perdre beaucoup plus vite. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui. Notre comportement, notre vitesse et notre attitude, notre motivation, ce sont que des conséquences. Ce qui détermine la destination, c'est la carte. Et si l'on relie cela à la vision d'ensemble, on comprend tout de suite pourquoi les solutions rapides échouent. Ouais. L'éthique de la personnalité, c'est apprendre à appuyer plus fort sur l'accélérateur. C'est peindre la voiture en rouge pour avoir l'air confiant. Mais tant que le GPS est sur Lyon au lieu de Paris, la pensée positive va juste nous faire foncer dans le mur avec le sourire. Exactement. Il faut changer la carte. Je suis hyper d'accord, mais ça pose un problème au quotidien. Dans la vraie vie, on ne sait pas qu'on a la mauvaise carte. C'est le grand piège. Ben oui, quand on se heurte à un mur, on accuse les autres. On accuse l'état des routes. On dit « Ah, si mon équipe bossait mieux » ou « si mon partenaire était plus sympa ». On remet jamais notre carte en question. Voilà. Alors, comment on fait pour réaliser que c'est notre vision qui est fausse? C'est toute la difficulté. C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Un changement de paradigme. C'est pas un petit réglage, c'est une secousse viscérale, un séisme mental qui modifie la réalité instantanément. Le moment où la lumière s'allume. Oui, et il y a cette anecdote dans nos sources, dans le métro new-yorkais, qui illustre ça de façon magistrale. Ah oui, l'histoire du métro. C'est hyper banal au début, mais tellement fort. En gros, c'est un dimanche matin, le métro est calme, les gens lisent, Tout est paisible. et soudain, un homme monte avec ses enfants. Et à la seconde où les portes se ferment, les gamins deviennent des furies. Ils hurlent, ils courent, ils arrachent les journaux. Le chaos total. Et le pire, c'est le père. Il s'assoit, il ferme les yeux et il fait absolument rien. Impassible. Comme si elle était sur une autre planète. Il laisse ses enfants terroriser tout le wagon. L'irritation monte direct, rien que d'y penser. La carte mentale de l'auteur à ce moment-là, c'est « Waouh, ce type est un père irresponsable, égoïste ». Une réaction hyper logique. Tellement logique que l'auteur finit par perdre patience. Il se tourne vers le père et lui demande, assez sèchement, de tenir ses enfants. Et c'est à cette seconde précise que se produit le fameux changement de paradigme. Le père sort d'une sorte de brouillard. Ouais, Il regarde autour de lui et il murmure « Ah, vous avez raison. Nous revenons de l'hôpital. Leur mère est décédée il y a 1 heure. Je sais pas comment gérer ça et je crois qu'ils savent pas non plus. » boum! Le monde bascule en 1 seconde. C'est physique, hein? C'est pas une métaphore, c'est physique. L'irritation disparaît instantanément. L'auteur n'a pas eu besoin d'une technique de gestion de la colère pour se calmer. Non, sa colère s'évapore et fait place à une immense compassion. Alors que la réalité physique du wagon n'a pas bougé.
Les enfants font toujours autant de bruit. Mais la carte a été déchirée et remplacée. Le père irresponsable devient un homme brisé par le deuil. C'est d'une puissance incroyable. C'est la puissance pure d'un changement de paradigme. On ne peut pas obtenir ça avec la volonté seule. Si l'auteur avait utilisé l'éthique de la personnalité, il aurait respiré un grand coup en serrant les dents. Mais à l'intérieur, il aurait continué de bouillir. Voilà, le changement réel vient d'une nouvelle vision. Ça me fait penser à des trucs de tous les jours. Un collègue qui rend toujours ses dossiers en retard. Notre carte crie « Il est fainéant ». Et un jour, on apprend qu'il passe ses nuits à l'hôpital avec un parent malade. Exactement. Les dossiers sont toujours en retard, mais notre colère disparaît. Cela soulève une question importante. Comment on applique ça à nos propres défis de tous les jours, surtout en tant que parent ou manager? Ouais, parce que là, c'est un peu un accident de la vie, le métro. C'est pour ça que l'histoire du petit garçon qui joue au baseball est si intéressante. Ah oui, parlons-en. Elle est très subtile, celle-là. C'est l'histoire de parents géniaux, investis, qui veulent aider leur fils malingre qui n'arrive pas à frapper la balle. Et les autres se moquent de lui. Voilà. Donc les parents déploient l'arsenal moderne de l'éthique de la personnalité. Sur le bord du terrain, ils crient « Allez, tu es le meilleur, tu peux y arriver !» Et ils le protègent contre les moqueurs. En apparence, des parents parfaits. Sauf que c'est un échec total. L'enfant se referme, il pleure. Il finit par détester le baseball. Pourquoi l'approche positive marche pas? L'auteur explique que, malgré les mots positifs, le message profond était dicté par leur paradigme inconscient. Et c'est quoi le mécanisme derrière? Comment l'enfant peut entendre « tu es nul » quand on lui crie « tu es le meilleur » ? Parce que les enfants sont des radars émotionnels. Ils ressentent l'angoisse sous les mots. L'enthousiasme des parents trahissait une peur panique. Leur carte secrète, c'était quoi du coup? C'était « Notre fils est faible, il s'en sortira jamais. Il a un besoin absolu d'être protégé. » Et l'enfant traduisait « Mes parents font tout ça parce qu'ils pensent que je suis incapable. » C'est tellement triste. Ils croyaient bien faire. Le vrai changement n'est venu que quand ils ont eu l'honnêteté brutale d'admettre que leur carte était fausse. Le problème n'était pas l'enfant, mais leur perception de lui. Ils ont dû arrêter toutes leurs techniques de motivation. Oui, faire un travail de l'intérieur vers l'extérieur, lâcher les comparaisons sociales. Et quand leur paradigme a basculé pour devenir « notre fils a sa propre valeur, à son propre rythme », tout a changé. Ils ont arrêté de le surprotéger. Et c'est cette absence d'intervention artificielle qui a communiqué le vrai message. Nous croyons en toi. Et l'enfant s'épanouit. Mais ça donne le vertige tout ça. Un peu, oui. Si nos propres cartes subjectives peuvent être aussi toxiques sans qu'on s'en rende compte, comment on fait pour être sûr d'avoir la bonne carte, le bon GPS? C'est la grande question. Les documents apportent une réponse claire. Il faut s'aligner sur des principes objectifs. Et pour illustrer ça, il y a la fameuse histoire du phare qui est géniale. Ah oui, l'anecdote du cuirassé. Redoutable. Imaginez la scène. On est en pleine nuit, brouilleur à couper au couteau. Le capitaine d'un navire de guerre immense est sur la passerelle. Et la vigie voit une lumière droit devant. Le capitaine, très sûr de lui, envoie un message « Changez votre cap de 20 degrés ». La réponse clignote dans la nuit. C'est à vous de changer de cap. Le capitaine est piqué au vif. Son ego, là, il en prend un coup. Ah bah oui, il répond plus sèchement. Je suis capitaine, changez de cap. Et la réponse revient « Je suis quartier-maître, changez le vôtre ». Là, le capitaine explose. Il sort l'argument ultime. Nous sommes un cuirassé de la marine. Je vous ordonne de changer de cap. Et la dernière réponse tombe, implacable. « Je suis un phare, c'est à vous de changer de cap ». J'imagine tellement la tête du capitaine. Le cuirassé a dû virer de bord en catastrophe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça signifie que ces fameux principes universels, la justice, l'intégrité, l'honnêteté, sont comme ce phare. Ce sont des lois naturelles immuables. Voilà. Le navire, le gras du capitaine, c'est notre ego, nos paradigmes. Mais le phare ne bouge pas. Et surtout, on ne peut pas briser ces lois. Comment ça? On voit bien des gens malhonnêtes réussir, non? On peut enfreindre les règles humaines, mais pas les lois naturelles. Prenez la gravité. Si vous sautez d'un immeuble en pensant positif, vous brisez pas la loi. On se brise contre la loi. Exactement. Pareil pour les relations. Si vous mentez constamment, vous violez le principe de confiance. Aucune technique de team building viendra réparer le fait que vous êtes écrasé contre le phare. C'est une sacrée claque à l'ego de réaliser qu'on ne contrôle pas les règles du jeu. Mais c'est rassurant aussi. Ça donne un socle solide. Complètement. Le vrai travail, la vraie transformation, se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Impossible d'y couper. Avant de vouloir réparer un couple avec des astuces de magazine ou de manager une équipe avec un nouveau tableau Excel, Il faut examiner la paire de lunettes. c'est ça.
Examiner nos propres cartes. Sont-elles basées sur la peur ou sur des principes solides? C'est la base de tout progrès. Ce qui nous amène à une pensée finale un peu provocatrice pour tous ceux qui nous écoutent. Et si, la façon dont on voit le problème était le problème? Ça fait réfléchir. Et si cette situation frustrante au bureau, ou ce conflit à la maison, c'était pas la faute des autres, mais juste une énorme erreur d'impression sur notre propre carte mentale? C'est le moment d'humilité ultime, oui, mais c'est aussi là qu'on réalise qu'en changeant la carte, on a le pouvoir de changer notre réalité. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.